Bonjour à tous. Aujourd'hui, un live assez smooth. Ça va être quand même assez relax. Je pense pas parler beaucoup aujourd'hui. C'est juste pour informer. Je vais faire passer une vidéo d'un astrophysicien, du professeur Chatty. OK? Mais attention. Le professeur Chatty invite un invité qui s'appelle Denis Savoie, un historien, pour expliquer à leurs étudiants qui étudient l'astronomie, pour leur expliquer l'histoire de l'astronomie, finalement. Ça dure 1h45. Puis il passe par tout. Là. Il explique tout. En tout cas, une bonne partie. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ça qui arrive. Tout expliquer. Mais il ramasse tout pas mal. Il va tout parler. Puis j'ai aussi peut-être une vidéo ou deux à faire passer pour une de mes nouvelles vidéos là, pour expliquer la réfraction. Bref. On va aller voir les commentaires tout de suite. Salut. C'est quoi je voulais faire? Regarde, on n'y est pas tout de suite. On commence tout de suite. Les autres, on va juste dû arriver à l'heure. Présenter, partager. Simulation, conférence. Ah, parce qu'elle est longue. C'est ça qui arrive. Je veux pas passer des 6 heures. Il est déjà tard, 8h35. Bon. Je commence ça tout de suite, puis ouais, on verra après. Je vais aller voir les questions de fois de temps en temps. Là. J'ai mis en introduction. Oh! J'ai oublié de spécifier au début mon live de la semaine prochaine. Puis j'ai oublié aussi de. Ça, c'est correct. Mon live de la semaine prochaine, ça va être un grand live spécial. Écoute. Je reçois le fondateur du Rochdisme, Yann Rochdy. Jeudi prochain. Je ne sais pas à quelle heure encore. Bref. Soyez présents. On va parler de bien des affaires. On va remettre de théorie du complot. Ouais. On va en apprendre plus sur Yann Rochdy, le fondateur du Rochdisme au Québec. Ouais, il n'est pas européen encore. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des Européens qui le suivent. Allez, on va dire Christral Desbontaines le suit. Un peu. Mais je veux dire, il faudrait trouver un autre Européen. C'est comme ça veut dire. Fait que il n'est pas mondial encore. Il est au Québec, mais on l'aime, c'ti. Fait que sans plus tarder, on commence tout de suite ça, vu que c'est tranquille, puis j'ai pas le goût que ce soit long. Fait que c'est ça. Conférence d'histoire de l'astronomie par Denis Savoie. C'est en 2021. Fait que ici, on voit la petite face du professeur Chatty. Il y a des étudiants où on ne voit pas leur face. Donc, sur la fin, il y a peut-être une période de questions avec les étudiants. Effectivement, il y a une période de questions qui dure quand même assez longtemps. C'est plat, je ne pourrais pas y poser des questions, mais c'est pas grave. On continue. Là, à côté, à gauche de l'histoire de l'astronomie, le frontispice d'un ouvrage du XVIIe siècle qui est paru en 1651. C'est d'un jésuite astronome très important qui s'appelait Jean-Baptiste Riccioli et qui a dessiné comme frontispice vraiment un des plus beaux de l'astronomie. Enfin, Jean-Baptiste, comme tu as dit, les platistes n'en parlent pas. Pourtant, si c'est un jésuite, sûrement un franc-maçon, peut-être pas. Si c'est en 1500, je pense que la franc-maçonnerie n'était pas encore. Elle n'existait pas encore. Mais tout ça pour dire, je voulais juste faire une petite parenthèse, juste pour dire que lui, on ne le connaît pas bien. D'un ouvrage majeur qui s'appelle L'Almagestum Novum. Là, vous voyez, on pourrait gloser pendant des heures sur ce fronticisme, mais vous voyez une muse qui est en train de peser avec une balance deux systèmes cosmologiques et qui penche étrangement d'ailleurs vers un système dont nous allons parler, qui est celui de Tycho Brahe, et qui ne penche pas vers le système de Copernic, qui est pourtant celui qui est le plus réel physiquement. Et au pied, vous en avez un troisième, là, qui est complètement au sol, c'est le système de Ptolémée. Ce frontispice traduit bien toutes les questions qui vont tirailler les astronomes à partir du XVIIe siècle. Mais avant d'en arriver là,
on va faire quand même des rappels sur les débuts de l'astronomie. Là, on est grosso modo, on va dire au premier millénaire avant Jésus-Christ, et on a deux civilisations que vous connaissez qui vont avoir un rapport, on va dire, très différent à l'astronomie, les Babyloniens et les Égyptiens. Alors, les Babyloniens, eux, on a vraiment découvert leur astronomie, vous allez le voir, qu'à la fin du 19e siècle. Ce que l'on sait, c'est que vous voyez sur la carte, les Babyloniens occupent une partie de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak et de l'Afghanistan actuels. Et on a des villes très connues, évidemment, comme Babylone et Nippur. Et ce que l'on sait de cette astronomie babylonienne, qui est antérieure, vous l'avez compris, à l'astronomie. Les Babyloniens, c'est à quelque part tout Jérusalem, la Palestine, Israël. Moi, je pensais que c'était plus vers l'Est, mais c'est pas grave. L'astronomie grecque, c'est qu'à cette époque-là, on a absolument distingué qu'il y avait deux types d'astres dans le ciel, des astres fixes, c'est-à-dire les étoiles, et des planètes, que les planètes dans le ciel, que l'on voit à l'œil nu, ne se déplacent que dans une certaine zone qui s'appelle le zodiaque. On a également identifié que les Babyloniens utilisaient le gnomon et un cadran solaire rudimentaire qu'on appelle le zodiaque se trouve entre les tropiques, entre les deux tropiques. Le polos pour faire leurs mesures. Alors, en fait, notre connaissance, si vous voulez, de l'astronomie babylonienne, elle est assez récente. Pendant longtemps, on a attribué la naissance de la science, au point de vue général, aux Grecs. On parlait de Thalès, donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. On parlait du miracle grec. Et dans la moitié du 19e siècle, eh bien, un équivalent de Champollion, en quelque sorte, qui s'appelait Sir Henry Rawlinson, a déchiffré en Iran une inscription fondamentale qu'on appelle l'inscription de Behistun. Et cette inscription de Behistun, un peu comme la pierre de Rosette qui se trouve au British Museum, donnait plusieurs écritures, et grâce au déchiffrement de Rawlinson, on a pu comprendre le babylonien. Donc, vous voyez, c'est cette écriture qui est faite sur des tablettes d'argile que l'on passait ensuite au four. Et donc, les Européens, dans la seconde moitié du 19e siècle, vont entreprendre des fouilles archéologiques considérables en Iran et en Irak actuel. Ils vont ramener dans leur musée, alors au Louvre, au British Museum, en Allemagne, des milliers et des milliers de tablettes babyloniennes. Et on va s'apercevoir que... des milliers et des milliers, si elle avait beaucoup, si... parce qu'ils considèrent ça comme une preuve historique, bien souvent, de toute l'histoire. Fait que là, tu te dis, Chris, mettons que quelqu'un a construit des milliers, c'est pour faire croire de quoi? C'est quelqu'un qui avait le pouvoir dans le temps. En tout cas, c'est là, c'est l'histoire. Anyway, on va en parler dans le prochain live. On va essayer de demander à Yann s'il connaît un peu la théorie du ressentisme. Yann, il est bon en histoire. On va y parler du Moyen-Âge. S'il y a quelqu'un, je pense, qui est bon dans le Moyen-Âge, ça va être lui. J'ai hâte. Mais en tout cas, on continue. C'est pas aujourd'hui. Ces tablettes babyloniennes, donc vous avez un exemple ici, eh bien, une petite quantité sont des tablettes astronomiques, et on va comprendre au début du XXe siècle que certaines de ces tablettes babyloniennes, qui datent, vous voyez, du 1er siècle avant Jésus-Christ, sont des éphémérides. C'est-à-dire que ce sont des quantités qui vous donnent jour après jour la position du Soleil, de la Lune et des planètes dans le ciel. Ce qui veut dire que les... Mais le faux, ma foi, tu quelqu'un qui sait où l'éphéméride, on a affaire de la même? C'est dans un musée, hein? Ah, c'est une calice. Pas quelqu'un qui peut me le transcrire sur une feuille mobile, calice. Elle aurait besoin. On ne tombe pas d'affaires. C'est long à faire. En tout cas. Babyloniens, au moins au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont des théories sur le mouvement des planètes suffisamment précises pour pouvoir prévoir à l'avance leur position. Alors, on est capable aussi de prévoir les éclipses, on est capable de prévoir des conjonctions entre planètes, leur lever. Ben, c'est sûr, c'est ça qu'elle a dit. Leur lever, leur coucher. Par contre, ça veut dire l'endroit où ils se lève, l'endroit où ils se couche, l'heure. Ben, si c'est tout ça, ben, tu peux prédire une éclipse. Facile. Juste sur cette indication-là. Là. Si moi, je pouvais les déchiffrer, ça peut être plus clair aussi. Mais tu sais, pour dire, je pourrais moi-même me faire une feuille mobile avec des genres des petits dessins pour faire rendre ce cours. Là, puis là, dans 1000 ans, ça aurait l'air de ça, mais en feuille. Malheureusement, ça ne durerait pas aussi longtemps. Il faudrait que je discute dessus une roche pour que ça puisse durer des millénaires. Pour que plus tard, ils peuvent dire Chris,
Là, vous allez dire, oui, ben, ils vont se le dire, en 2000, ils étaient capables de prédire SPL. Peut-être pas. On ne sait pas. Peut-être que je vais être le seul à avoir laissé de quoi. Une roche. Tout va être disparu. Je vais l'avoir enterré. On ne sait pas. En tout cas, c'est pas le sujet. On n'a aucune idée, encore à ce jour, de la théorie d'où sortent ces positions. C'est comme si vous aviez aujourd'hui, vous tombiez sur une éphéméride de l'Institut. Ben là, il y avait des doutes qui ont regardé. Le soleil se lève où? Aujourd'hui? Ouais, il se lève à cette position-là. Marque-le sans roche. Ok, je le marque. Même chose avec la Lune, aussi, puis là, une couple de détails, là, aussi, puis là, ils se sont fait un code, là, puis là, sinon, ils avaient ça à la roche, aussi. En tout cas, moi, c'est ça que j'aurais fait, aussi. Pas eu de papier, aussi. Il n'y avait pas de papier là-dedans, il y avait juste de la roche, aussi. Mécanique céleste, vous allez voir les positions du Soleil et de la Lune, mais vous ne savez pas d'où sortent ces positions. On est dans ce cas-là avec les Babyloniens. Ce sont des théories babyloniennes qui vont durer, qui vont être utilisées au moins jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère. La traduction était chier, c'est marqué des théories belle Hélène. T'as pas de la reculer, mais. Vous la reculerez pour ceux qui l'écoutent en rediffusion aussi. Donc, ce sont des théories extrêmement élaborées et on sait qu'elles ne font pas appel à des modèles géométriques comme les Grecs. Les Babyloniens utilisent des modèles purement numériques, comme des fonctions, si vous voulez, y égale f de x. Alors, c'est donc une astronomie extrêmement élaborée et les Babyloniens vont transmettre aux Grecs, on ne sait pas comment, on sait qu'il y avait des contacts dans l'Antiquité entre les deux, évidemment, civilisations, mais il va y avoir une transmission. Ben là, on va se le dire, Babylone, c'est Israël, c'est pas si loin de, je te dirais, de la Grèce, Calice. En tout cas, ils ont pu se parler, là, je veux dire, ils ont-tu vécu en même temps? Il y en a qui vont dire que non. Ben écoute, il y avait des Grecs qui étaient là avant, là, mettons, dans le temps des Babyloniens, même si la Grèce n'était pas développée autant, ben, il y avait il y avait des villages, ça a commencé de même. Là, je veux dire, ça n'a pas commencé avec des villes. C'est pour dire. De ces données, de ces constantes babyloniennes aux Grecs. Donc, une partie de l'astronomie grecque est un héritage de l'astronomie babylonienne. Ça, c'est une grande découverte de l'histoire des sciences du début du XXe siècle. De son côté, les Égyptiens vont vivre plusieurs millénaires, grosso modo de moins 4000 au début de notre ère, totalement enclavés, on va dire confinés, dans leur vallée du Nil, sans absolument aucun rapport scientifique avec les Grecs ou les Babyloniens. Ils vont se faire conquérir par les Romains brutalement. Et ouais. Je ne sais pas, moi, je suis pas un graveur. Je ne sais pas si l'art, c'est plus compliqué à graver que de la roche. Peut-être. C'est pas le plus simple. Tu graves pas sur de l'art là-dessus. Ça sert à rien. Je pense qu'ils mettaient des affaires en or plus importantes. C'est ça pour dire. Babylone, il n'en parle pas de l'art là-dedans. C'est malheureux. Il parle juste un peu de l'astronomie. Fait que, calendrier vague de 365 jours, disons du jour en 24 heures. Fait que c'est les Égyptiens. On n'a aucune observation égyptienne. On ne dispose aujourd'hui d'aucun document. C'est vague. Attestant l'observation d'une éclipse, d'une occultation, d'un phénomène remarquable. Rien, strictement rien, c'est le néant total. L'astronomie égyptienne est extrêmement rudimentaire. Elle se résume à 2 points. D'abord, la division de l'année dans un calendrier qu'on appelle le calendrier vague de 365 jours. Donc, mais ils n'ont peut-être pas retrouvé la tablette des Égyptiens qui marquait tout ça. C'est peut-être juste ça. Là. Peut-être qu'ils étaient plus perfectionnés. Là. Tout ça pour dire. Ça, on va l'écouter. Pourquoi vague? Parce qu'évidemment, vous savez, l'année des saisons est un peu plus longue que 365 jours, donc ils vont avoir un calendrier dérivant qu'ils vont utiliser pendant des millénaires. Et on leur doit également la division du jour en 24 heures. Ça, on l'a découvert, encore une fois, au début du XXe siècle, lorsqu'on a découvert dans des scénarios. C'est-à-dire, c'est pour diviser ta journée en 24 heures, là, ben, il faut des minutes puis il faut des secondes. Ça veut dire que toutes les minutes puis les secondes étaient inventées déjà. Là. Ils se sont dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont choisi quelqu'un qui allait compter toute la journée, c'est clair. Combien de secondes? Ben là, à peu près 24 fois 60 fois 60. Tente pas de le faire, si vous le ferez.
Fait que là, il a compté jusqu'à là, puis là, le soleil s'est couché, puis là, il s'est dit, et voilà! Fait que là, avec le nombre total, parce qu'ils ont compté de même, hein, ils ont compté d'une vitesse à peu près à la seconde. 1, 2, 3. N'importe qui normal ferait ça, en fait. En commençant, vouloir, mettons, faire un calendrier, là, savoir, tu commences de même, me semble. Tu vas avec un genre de délai de même, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des secondes qui seraient plus longues que d'autres. Ouais, en comptant de même, c'est sûr. Là. On n'aura peut-être pas le nombre de secondes exact, mais d'après moi, ils ont arrondi. C'est ça qui est arrivé. Puis là, ils se sont dit, ben là, on divise ça comment? Je vais avoir le nombre, c'est important. 24 fois 60 fois 60 égale 86 400 secondes dans une journée. Fait que, ils se sont dit quoi, avec 86 600, ils ont essayé de faire plusieurs divisions, là. Puis, pour que ça arrive à peu près égal, ben, un chiffron, ils l'ont divisé par 24, après ils l'ont divisé par 60, puis par 60. D'après moi, ils ont fait beaucoup de calculs pour arriver à ce nombre. D'après moi. Ouais. Il y en a qui disent ils se sont fiés sur le cœur de la Terre, le mouvement de la Terre, le battement de la Terre, excusez. Paraîtrait que la Terre a fait comme un battement. C'est comme un cœur. J'ai vu ça dans la de science. Allez chier ceux qui ne me croient pas. Mais tout ça pour dire ouais, mais là, on parle des Égyptiens qu'eux, ils n'auraient pas pu savoir ça, là, quelque part, le battement de la Terre. Il me semble que ça a été mesuré dans nos années à nous autres. Là. En tout cas, tout ça pour dire, on continue. Notaf, des dessins qui montrent des horloges stellaires, comme vous pouvez en voir une ici. Vous voyez des personnages sur des barques avec des étoiles au-dessus. Et on sait que ces horloges stellaires eh bien, étaient utilisées par les prêtres pour déterminer l'heure la nuit. Et si vous voulez, si vous intéresse, on pourra y revenir à la fin. C'est grâce à eux que l'on a donc découpé le jour en 12 parties et la nuit en... Ça, où, ça? Je veux voir que ça a l'air, une horloge stellaire. Un horloge stellaire, on sait que ça a l'air. Stellaire, ça ne marche pas avec la lumière. Là, ça va être un genre d'astrolabe ou un sextant. En tout cas, en 12 parties. Donc, la division, si vous voulez, duodécimale de la journée et de la nuit, en fait, est liée à une division décimale de leur calendrier. Donc, les deux apports des Égyptiens sont quand même assez minimes. Hein. Année de 365 jours et division du jour en 24 heures. Alors, le calendrier égyptien, lui, qui va être en usage évidemment pendant à peu près 4000 ans, même un peu plus, c'est un calendrier divisé en trois saisons. C'est un calendrier non astronomique. Et vous voyez, saison d'inondation, saison de la végétation, saison des récoltes. Donc, avec eux autres, c'est pas comme au Québec, mettons, là, qu'on a vraiment 4 saisons. Là. Ils ont 4 saisons, eux autres aussi, mais ils l'ont divisé en 3 aussi. Quand ça inonde, l'été ici, le printemps ici, puis l'automne. Ouais, peut-être l'inondation, c'est un peu au mois de mars, genre, là. Peut-être un petit peu avant, fin février, là. Fait que ça dépasse un peu. L'été est moins... va, mettons, ici, la saison de la végétation va de, mettons, mai jusqu'en juin, juillet, mettons. La récolte en août, septembre. Ils l'ont fait assez simple, là, mais tu sais... Je pense pas qu'il va expliquer 12 mois de 30 jours. OK, ça c'est correct. 365, ouais. 5 jours dit épagomène. OK, non, 360, ça fait 12 fois 30, ça fait 360, c'est ça. Plus 5, épagomène. Ça va être des jours fériés, peut-être, aux secours. Donc, chaque mois est divisé en 3 périodes de 10 jours, qu'on appelle des décades. Décade qui vient du mot décan. Le décan, ce sont des groupes d'étoiles qui servaient à indiquer l'heure la nuit. Ça persiste toujours si vous êtes fanatique, ce que je n'espère pas, des horoscopes. Vous connaissez votre signe et votre décan, ben ça vient de là. Ah si, ça arrange toujours pour planter les astrologues. Tu sais. Calisse, les gars. Un astrologue, là, ouais, on va se le dire, là. Parce qu'il y a les vrais et les faux astrologues. Là. Les astrologues qui se fient aux étoiles, vraiment. Là. Puis les astrologues, eux autres, qui disent n'importe quoi. Ça dans des horoscopes.
Il ne faut pas se tromper. C'est juste ça. Moi, je me considère plus comme un vrai astrologue, qui est pas un professionnel, mais quand même pas pire. Fait que c'est ça. C'est pas juste la prédiction. Mais, parce que l'astrologie, c'est surtout ça, la prédiction. Mais c'est surtout aussi l'observation des astres. C'est mettons deux parties. C'est ça. En tout cas, il faudrait arrêter de planter ça. Les planter. Donc, on avait 12 mois de 30 jours et 5 jours supplémentaires qu'on ajoutait à la fin de l'année, qu'on appelait les jours épagomènes. Et tout ça va être balayé, évidemment, quand les Romains vont envahir l'Égypte et vont imposer leur calendrier. Et voilà. Ah, ça, on a parlé pour rien. Ah, c'est fini. Ils ont perdu le colis. Alors, pendant longtemps, je l'ai dit, on a pensé que l'astronomie, c'était né avec les Grecs. Et en particulier, on faisait remonter la haute antiquité de l'astronomie à Thalès et notamment à deux autres philosophes qui sont, vous le voyez, Platon et Aristote. Je rappelle qu'il y a une filiation entre ces personnages. Platon est l'élève de Socrate et Aristote est l'élève de Platon. Donc, vous avez Socrate, Platon, Aristote. On ne peut pas considérer Platon et Aristote comme des astronomes. Hein. Ce sont plutôt des philosophes. Mais Socrate, Platon, Aristote. Ah, je vais vous donner un truc pour les orthanés. SPO. On va aller prendre un SPO. SPO. Socrate, S. Platon, P. Aristote. On va dire, on le connaît, PS! Ça fait longtemps! Ah, si, ouais, je sais, mais moi, je l'ai inventé, en fait. Ouais, je ne savais pas. Puis là, j'ai fait le lien. Là. J'ai fait, c'est quoi la lettre? S. P. A. SPO. Si, on va aller prendre un SPO. C'est un truc que je vous donne. Si vous voulez leur tenir, mettons, qui était l'élève de qui, là? Socrate, Platon, Aristote. À ce temps, je vais le savoir. C'est pas. Ça se peut que je l'oublie, mais en tout cas, on va essayer que non. On va voir si c'est efficace. Pas. J'ai trop passé de temps là-dessus, désolé. Et qui vont, notamment Aristote, par leurs écrits, figer à la fois l'astronomie et les mathématiques et la physique pour près de 16 siècles. Il y a donc deux concepts très importants à retenir qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on retrouve dans les écrits d'Aristote, que vous pouvez lire, hein, notamment son traité du ciel. D'abord, le monde, la Terre est au centre du monde, elle est absolument fixe et immobile, tout tourne autour d'elle, la Terre est le centre total des révolutions. Les astres décrivent autour de la Terre des mouvements circulaires et parfaitement uniformes, et le monde est divisé en deux parties. On appelle le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est situé entre l'orbe de la Lune, vous voyez là à droite, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, voilà l'orbe de la Lune ici, et puis la Terre qui est au centre. Eh bien, tout ce qui est là entre l'orbe de la Lune et la Terre, ce qu'on appelle le monde sublunaire, on pense que c'est là que se trouve la Voie lactée, les comètes et tous ces phénomènes qu'on ne comprend pas en fait. Hein. Et au-delà de l'orbite de la Lune, ce qu'on appelle le monde supralunaire, c'est... Fait qu'ils pensent les comètes puis tout, là, ils se trouvent toutes entre la Lune et la Terre. Intéressant. C'est là que gravitent les planètes et à la fin les étoiles. C'est un monde qu'on appelle parfait, qu'on qualifie de parfait, d'incorruptible, où il ne se passe strictement rien. Ce détail, entre guillemets, mérite d'être souligné. Comme il ne se passe rien, pendant très longtemps, au moins jusqu'au XVIe siècle, on ne va pas observer le ciel. Pourquoi observer le ciel? Puisqu'il ne s'y passe rien. Jusqu'au 16e siècle. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut se mettre en contexte là-bas. Là, il se passe rien, eux autres, dans leur maison le soir. Ben, dans leur hutte, là, en tout cas. Dans leur habitation. Fait que, tu sais, d'un coup, t'avais plus de chandelle, mettons. Qu'est-ce qui te restait à faire? Tu pouvais pas jouer au PlayStation, tu pouvais pas écouter des séries. Tu avais pas encore l'affaire. Tu regardais le ciel, tu sais. Fait que les gens n'ont jamais cessé de regarder le ciel, à part depuis l'avènement des Lumières. Ben, l'avènement des Lumières. Je parle des lumières dans la rue, là, des lampadaires. En tout cas, fait que c'est ça. Ça sera un des grands apports, on va le voir, de Tycho Brahe, d'avoir le premier, en fait, en plus avec l'aide du hasard, d'avoir montré que les choses ne sont pas immuables. Donc on a à la fois ce monde divisé en deux parties, et puis ces mouvements circulaires uniformes. Alors, ça pourrait paraître étrange à certains d'entre vous qu'on ait ce concept de sphère. Vous voyez que j'ai représenté ici la Terre parfaitement sphérique. On sait au moins depuis le IVe siècle, voire Ve siècle avant Jésus-Christ, que la Terre est ronde. Et le principe... Allez, on va le dire. Là, c'est les principaux arguments. Écoutez-les, là. Il n'y en a pas d'autres.
Apprenez-les. Ça va être fait. Ça, c'est les 3 de l'Antiquité. Ou peut-être plus, on va voir. Là. Et phénomène des éclipses, je spoil, la sphéristique. En tout cas, Le principal argument dans la faveur de cette sphéricité de la Terre sont les éclipses, en particulier les éclipses de lune. C'est le seul qu'il va nommer, malheureusement, pour tout de suite. Je rappelle que tous les 6 mois, on a sur Terre des éclipses de soleil suivies ou précédées d'éclipses de lune, qui ne sont pas forcément visibles en un lieu. Et vous savez que pendant une éclipse de lune, c'est donc la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre, elle y reste plongée à peu près 1h, 1h30. Et là, ce que vous voyez sur cette image, c'est donc une photographie successive de la lune qui est forcément pleine, et elle rentre, vous le voyez, dans l'ombre de la Terre, elle y reste plongée, elle prend une coloration rouge. Fait que cette tombe-là, là, qui est le même, là, Bref. J'allais dire de quoi, là. J'allais théoriser de quoi, là. Mais c'est juste que. Parce que le contour du paraboloïde de flamme, que, mettons, le soleil est forme, ou que la lune forme, il faudrait quasiment qu'au nord puis au sud, il y ait une base de même. Sur le contour. Là, tu vas te dire, pourquoi qu'il y a une base de même? Puis surtout, là-bas, c'est une genre de. L'ombre, vu qu'elle est 2D, ben, c'est un genre de demi-cercle. On va se le dire. Sur le paraboloïde de flamme, comment t'expliques ça, PL? J'ai un peu de difficulté à l'expliquer. Là. Tu te dis, ben, c'est le même. Si le créateur a décidé ça pour qu'il y ait une éclipse. Là. Mais sinon, pour l'éclipse, je parle. Ça, c'était ma première théorie avec, mettons, c'est ça que j'avais dit que le paraboloïde de flamme formait un genre de vagin élongé, là. Un genre d'ellipse. Au lieu d'être circulaire, c'est un ellipse. À l'est et à l'ouest, il est plus étiré. Au nord et au sud, il est moins étiré, mais il formerait une petite base de même qui, vu que le soleil, mettons, le paraboloïde de la flamme du soleil mesure environ 6350 km, mettons, du soleil jusqu'au contour. Puis, mettons, 6351 km de l'est à l'ouest, là, 1 km de plus, là, pour montrer qu'il est un peu ellipsoïdal. Là, un peu, pas ellipsoïdal, mais un ellipse, finalement. Le contour, je parle. À ce moment-là, il faut t'expliquer pourquoi il y aurait une petite bosse de même au nord et au sud, parce que tu sais, ça marche. Si tu rajoutes ça, là, sur le paraboloïde de flamme, un genre de bosse verticale de même, là,